Radio. Eh bien, rebonjour à tous. Je suis David Escholzer, donc fondateur de WAM Référencement. On ne fait donc que du référencement. Je suis accompagné de Helder. Bonjour à tous. Et depuis les 11 ans que je fais du référencement avec WAM Référencement et bientôt 18 globalement, on a vu naître Google et effectivement, comme on le disait en introduction, Google fête ses 20 ans. Et pour reprendre l'expression de Christophe, effectivement, Google est devenu un méta-influenceur et il nous paraissait clair qu'il fallait intervenir sur cette question-là et voir concrètement comment Google influence finalement nos choix et comment les marques peuvent s'en servir, s'en emparer. Donc voilà, notre démarrage, c'est celui-ci, c'est si Google était le premier des influenceurs. Alors, on le voit avec les 20 ans de Google. Pour nous, Google est devenu Internet, parce que la plupart du temps, quand on demande aux personnes finalement de chercher de l'information, elles passent automatiquement par Google. Google a été créé par ces deux personnes-là, Sergey Brin, Larry Page. L'entreprise n'était pas plus grande que ça avant, et vous connaissez maintenant la taille et l'emprise de Google. Ce qui nous semble intéressant, c'est de repartir de la mission principale de Google. Et il nous semble qu'ils y sont arrivés. Organiser les informations du monde, c'était l'ambition au démarrage, il y a 20 ans, les rendre universellement accessibles et utiles, donc à tous. Il me semble qu'ils y sont arrivés et il y a des milliards de chiffres qu'on pourrait montrer. On en a gardé un, c'est celui-là, 2 milliards de milliards, en tout cas en France avec une échelle longue en mathématiques, c'est-à-dire 18 zéros. Je ne sais pas trop ce que ça représente, en tout cas c'est assez monstrueux, c'est-à-dire que c'est chaque jour le nombre de recherches effectuées sur Google dans le monde entier. Et le gros défi de Google, c'est justement d'organiser cette information, d'organiser la réponse le plus rapidement possible à toutes ces demandes immenses qui sont chaque jour plus importantes. Google donne un autre chiffre hyper important, c'est 15%, c'est la part des requêtes nouvelles que Google n'a jamais entendues, n'a jamais vues auparavant. C'est ça le gros défi de Google, c'est de pouvoir répondre le plus rapidement possible, de manière la plus personnalisée, la plus pertinente possible, à toutes ces demandes faites chaque jour, dont 15% qui sont absolument nouvelles. Il nous semble que Google a réussi sa mission d'organisation de l'information parce que si on prend juste une stat en France, il existe encore une fois plein de chiffres. Finalement, c'est l'ordre de grandeur qui nous intéresse. Et là, le chiffre est assez clair. Google est hégémonique. C'est-à-dire que quand on démarre une session sur Internet, et plus particulièrement qu'on recherche une information, elle passe par Google dans presque 100% des cas. Il y a bien en France, et ce sont de belles initiatives, des Quant et autres, mais tout passe par Google. Donc évidemment, son influence, la question de son influence se pose immédiatement. Encore une fois, sa position est hégémonique. Oui, donc là, en fait, on a bien vu avec tous ces chiffres, l'audience en France, tous les Français, en fait, passent par Google au moins une fois par jour. C'est le lieu le plus fréquenté par les Français tous les jours, en fait. On ne s'en rend pas forcément compte, mais dès qu'on va sur son portable, on ouvre Chrome et on lui pose une question. Et Google nous répond. C'est même plus un moteur de recherche, c'est un moteur de réponse. Et là, comme le dit David, les résultats que nous donne Google ont forcément une grande influence sur nous. Donc nous, on vous propose déjà de revenir à la racine de tout ça et de définir ce qu'est un influenceur. On s'aperçoit qu'un influenceur, pour le plus grand nombre, c'est une personne qui est active en ligne, qui est assez exposée, qui dispose d'une énorme audience et qui est capable, par son contenu, d'influer les personnes qui la suivent. Il y a aussi le fait qu'un influenceur est aussi un expert. Il sait de quoi il parle, il s'exprime sur un sujet bien précis, qu'il passionne, qu'il aime.
et qui est partagé, et c'est un amour et une passion qui est partagé avec sa communauté. Google, en l'occurrence, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un expert sur un sujet en particulier. Par contre, c'est un expert sur nous tous. Nous tous, donc individuellement. Google nous connaît à travers les questions qu'on lui pose quotidiennement, si ce n'est pas 5 fois, 10 fois, 15 fois, peut-être 40 fois par jour. Il connaît notre historique de navigation. Il connaît les itinéraires qu'on fait sur Maps. Il connaît notre comportement sur Android. Il connaît nos mails. Il connaît les vidéos qu'on regarde. Et maintenant, il est même capable de parler avec nous sur Google Assistant, donc que ce soit via le petit Google Home ou même sur nos smartphones Android. En fait, il est capable de nous tirer le portrait à travers les différentes plateformes sur lesquelles nous sommes au quotidien, que ce soit pour regarder de la vidéo, pour envoyer des mails ou tout simplement pour rechercher son chemin. Et d'ailleurs, hein, j'en profite, Google a annoncé pour ses 20 ans ce qu'on appelle la Customer Journey, c'est-à-dire il s'est dit, mais vous venez tous les jours, on fait une recherche une fois de temps en temps, le matin, pourquoi pas, on démarre le matin, mais finalement c'est tout au long de la journée, toute l'année, toute la semaine, qu'on va poser des questions à Google sur le temps qu'il fait, sur où je veux partir ce week-end, où est-ce que je peux manger à tel endroit où je suis. Et finalement, Google s'est rendu compte qu'il y a des habitudes maintenant, des réflexes, comme le dit Elder. Google nous connaît personnellement maintenant. Et ça devient notre assistant personnel. Google est partout. Google nous suit même jusque dans la voiture. Ils ont annoncé en 2021 un partenariat qui démarre avec Nissan Mitsubishi, avec Volvo, avec Audi. Google est partout. Et cette notion-là est hyper importante. Une des nouveautés que Google a annoncées et qui va arriver, c'est non plus le fait que vous posiez une question, c'est carrément qu'ils viennent vous amener la réponse en anticipation. Notamment à travers le passé, finalement, toutes les questions que vous avez posées, Google Card Activity, Google Discover, dont vous allez entendre parler bientôt. C'est tout à fait ça. Et en fait, c'est pas pour vous faire peur, mais il nous connaît mieux que votre conjoint ou vos enfants ou vos meilleurs amis. Vous lui posez les questions, même parfois les plus intimes. Donc, il nous connaît très très bien, même si, en théorie, tout ça reste anonyme, bien sûr. Et ce qu'on constate aussi quand on regarde justement les sources en ligne utilisées pour les décisions d'achat, c'est que le moteur de recherche, à 45%, c'est la première étape dans une recherche, dès lors qu'on veut effectuer un achat, et qui est suivi par la suite seulement par les recherches en ligne, donc directement sur le site, c'est ça, et les recherches sur le site des marques. Et par la suite, en fait, les réseaux sociaux et autres viennent vraiment très très loin. C'est vraiment Google qui est la première porte d'entrée à notre projet d'achat sur je ne sais quel produit, celui que vous avez en tête sur le moment. Et d'ailleurs, quoi qu'il en soit, toutes ces autres sources, que ce sont les magazines, les comparateurs, les réseaux sociaux aussi pour partie, en tout cas la partie publique, les vidéos en ligne, tout ça se retrouve de toute façon indexé par les moteurs de recherche. Donc au final, si on n'y va pas en première intention, via le moteur, on peut y aller de façon indirecte. Mais là, la clé, donc, si Google est vraiment cette porte d'entrée qui est consultée dans la moitié des cas dès lors qu'on veut faire un achat, qui est cette plateforme qui génère tant d'audience et qui nous connaît par cœur, comment on fait pour être visible sur Google et sur ses produits, mais surtout sur google.fr, la page qui nous donne les résultats, quoi, à notre question. Et en fait, c'est très simple. Il faut un site internet, bien sûr, il faut du contenu, mais ça ne suffit pas. Tout à l'heure, on parlait de contenu, c'est la dernière brique dans une stratégie web. Pas vraiment. Il y a autre chose qui vient se greffer à ça, et on vous propose de regarder une vidéo, 1 minute 20. C'est une vidéo qui a été faite par lemonde.fr, justement, à l'occasion des 20 ans de Google, et qui nous explique l'innovation qu'a apporté Google au moment où plein de moteurs de recherche naissaient, tels Lycos et autres, et pourquoi Google s'est distingué. Lui, c'est Larry Page, le cofondateur de Google avec Sergey Brin. C'est lorsqu'ils font leurs études en informatique à l'université américaine de Stanford, entre 1995 et 1998, qu'ils comprennent comment rendre plus facile les recherches sur Internet. L'intuition géniale de Page et de Brin, c'est de partir du principe que plus une page web a un grand nombre de liens qui pointent vers elle,
plus cette page va être importante et fiable. C'est autour de ce principe qu'ils construisent un algorithme qu'ils appelleront le PageRank, qui leur permet de classer de manière très efficace l'ensemble des pages d'Internet. Et la beauté du système, c'est qu'ils peuvent utiliser l'ensemble d'Internet comme une sorte de sondage géant qui leur permet de mettre à jour en continu les pages les plus intéressantes et leur classement. Donc là, Damien Leloup, journaliste donc de Pixel sur Le Monde, nous renseigne une chose, c'est que les résultats de recherche, enfin les réponses qui s'affichent à nous sur un résultat de recherche, dès lors qu'on pose une question donc à Google, dépendent en grande majorité de la popularité des pages. Donc en gros, le premier résultat, c'est en fonction de la popularité de cette page-là. Comment comment donner de la popularité à une page? En fait, c'est en faisant des liens vers cette page-là. Les liens fonctionnent comme des votes. C'est une élection géante en temps réel, en fait. Et on va faire en sorte que notre site Internet recueille un maximum de liens pour qu'ils ressortent en premier sur telle ou telle requête. Mais le problème, c'est que tous les liens, tous les votes ne se valent pas. Il y a des votes plus puissants que d'autres. C'est une démocratie un peu trompée, biaisée. Il faut avoir des liens, des sites très populaires qui nous font des liens pour que derrière, par la suite, nous-mêmes soyons très populaires. Donc plus il y a de liens de qualité, plus notre site est populaire. Plus notre site est populaire, mieux il sera positionné. Donc plus on se rapprochera de la première position. Et mieux on est positionné, plus on acquiert de trafic. Et ce graphique le montre très bien. Donc c'est un graphique fait par Advanced Web Ranking, qui est une agence américaine. Donc tout à gauche, c'est la première position. Tout à droite, c'est la 21e même. Ouais. Et au-delà, c'est très très bas. Très très plat. Et on voit qu'en fait, tout se joue sur les trois premières positions. La courbe bleue, c'est le desktop, c'est l'ordinateur. Donc on voit que sur l'ensemble des clics, la première position recueille plus de 35% des clics. Sur mobile, c'est un peu différent. Bon, après, il y a la physionomie du résultat de recherche sur mobile qui fait que des fois, il faut un peu plus scroller que d'habitude pour atteindre la première position. Donc c'est normal que le chiffre soit un peu plus faible sur mobile. Mais on voit vraiment que les clics, l'essentiel des clics se joue sur les trois premières positions et ensuite, c'est le calme plat. Bien sûr, Google a rajouté plein d'autres choses sur sa page de résultats de recherche. Et alors, si on les accumule tous, ça ressemble à peu près à ça, c'est-à-dire un gros sapin de Noël, et qui complique encore finalement le travail de référencement. C'est-à-dire que non seulement il faut être sur les trois premiers, mais mieux que ça, il faut être aussi dans ces nouveaux espaces structurés par Google, mais avec un point quand même important, c'est que ce sont bien les sites les plus autoritaires qui sont sélectionnés dans ces différents espaces, les espaces locaux, les espaces liés à un secteur d'activité, ou alors au format de contenu, l'image ou la vidéo, etc. Finalement, c'est toujours le même point, c'est l'autorité qui va faire la différence. Donc cette autorité est centrale pour être bien positionnée dans Google, quelle que soit la physionomie de la page de recherche. Ouais, quand on parle d'autorité, l'autorité, en fait, c'est un synonyme de popularité pour les gens qui travaillent dans le SEO. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est OK, Google a une influence sur nous, on va cliquer sur la première position, ce qui est normal, c'est naturel, hein, c'est l'instinct. On a un peu la fainéantise de scroller plus bas pour cliquer, donc on clique sur la première. Mais comment finalement, l'idée aussi, c'est de montrer qu'on peut influencer ces résultats de recherche. Nous, la marque, avec nos actions de relations presse. Vous allez dire, mais les relations presse, c'est complètement à l'opposé du SEO. Et pourtant, il y a bien de convergence. L'autorité, donc la popularité, elle se retrouve aujourd'hui essentiellement, en grande partie, sur les médias, sur les sites d'information. Donc là, c'est des indices, je ne sais pas si on voit les notes par la suite sur le grand écran. Ouais. C'est des indices que nous donne un outil qui s'appelle Moz.com, qui est un outil bien connu de tous les référenceurs naturels, qui nous donne en fait une note de popularité comprise entre 1 et 100. Plus on est proche de 100, plus on est populaire. Bien sûr, tous les grands sites d'information français sont populaires puisqu'ils disposent de notes très élevées. Par contre, si je crée un blog demain de 0, il aura une note de 1, ce qui est tout à fait normal. Cette note d'autorité se base sur les liens que le site a vers lui-même, mais également sur l'ancienneté du domaine et un peu sur le contenu également.
Donc l'idée, en fait, pour avoir de la popularité, c'est d'aller chercher les liens de ces sites-là vers le site de sa marque, tout simplement. L'idée paraît simple, mais elle n'est pas tant que ça. Quand on regarde les consignes webmaster de Google, il nous dit très simplement, de manière quasi, un peu en nous narguant, faites du contenu, vous aurez des liens naturellement. Ce qui est totalement faux. Moi, j'ai essayé de faire du contenu, publié sur un site, j'ai attendu les liens, je les attends encore. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est de diffuser le contenu. Si on diffuse si on a notre contenu, on le diffuse. Derrière, si on l'anime auprès de notre cible de journalistes, tu peux zapper. Derrière, on aura les liens. Si on fait le nécessaire, on aura les liens. En fait, le schéma qu'on utilise, nous, chez WAM, tout bêtement, c'est d'un côté, tout à gauche, on a tous nos outils de communication, nos outils presse, communiqué de presse, landing page, infographie, vidéo, photo, tout ce que vous voulez. On les diffuse aux journalistes qui le reprennent dans un article, qui font un lien. Et le but, c'est de faire ce cercle vertueux de manière indéfinie, jusqu'à ce que le web existe, et j'espère qu'il existera longtemps. Et en fait, vas-y si tu... Pardon, pour illustrer, du coup, le dispositif, on vous propose rapidement dans les 5 dernières minutes, 3 cas finalement concrets qui nous ont permis de faire ce travail. Je reviens rapidement sur un point, c'est qu'Helder disait fondamental, c'est qu'on n'attend pas que les liens tombent, on va donc chercher une visibilité, on va chercher une publication auprès de la presse, en montant un dispositif d'une certaine manière pour que le journaliste, qui en général reçoit plus d'une centaine de mails par jour, ait la bonne information, soit rappelé et ait le réflexe d'aller faire un lien vers le dispositif en ligne de notre client ou de notre site web. Le premier cas, c'est Fuel Market. Oui, David en parlait tout à l'heure, donc on les accompagne depuis le début. En RP, on les accompagne depuis 2016. Ça fait désormais 2 ans, quasiment un peu plus de 2 ans. Le début, c'était mars, je crois, 2016. Et depuis, nous, on a une fenêtre de tir très très restreinte avec Fuel Market. Fuel Market vend du fuel. On achète du fuel pour se chauffer quand on a froid. Donc le message, il est audible auprès des journalistes que quand il fait froid. Donc je suis audible auprès des journalistes avec Fuel Market entre octobre et janvier en fait. Du coup, ce qui fait qu'on doit faire une stratégie RP très très ciblée sur cette période-là pour générer un maximum de retombées presse pour que derrière, on soit identifié référent sur le marché et que derrière, finalement, les lecteurs des différents sites d'information viennent commander chez nous, chez Fuel Market. Donc depuis 2 ans et demi, on a eu 140 publications, dont 94 sur le web et 32 liens qui proviennent de ces 94 publications. Ça a l'air très anecdotique de parler des liens, mais c'est vraiment très important. Parce que derrière, c'est ce qui fait que notre site va devenir très populaire. La moyenne d'autorité, de popularité de ces liens est de 57 sur 100. Quand on a commencé à travailler avec Fuel Market en RP, la popularité était de 30, donc ce qui était quand même faible. Et aujourd'hui, 2 ans et demi après, on arrive à 40. Mais ce n'est pas une finalité en soi. Pourquoi on améliore l'autorité? C'est parce que le site le plus populaire est le site le mieux positionné. Et aujourd'hui, tout à l'heure, David vous le disait, tapez prix du fuel ou prix fuel ou fuel quelque chose sur Google, il y a de fortes chances, en fonction de la géolocalisation, il y a peut-être quelques exceptions, mais que Fuel Market trust les 4 premières positions. Un autre exemple, donc, ça c'est les différentes retombées qu'on a pu avoir sur Fuel Market, dans des très grands médias nationaux. Il n'y a pas que le lien qui est important, c'est le message qu'on passe aussi et qui est relayé à travers ces grands médias, qui est important. Donc sur Fuel Market, on avait une expertise qui était celle du fuel, du prix du fuel. C'est une courbe qui varie beaucoup et qui est très fluctuante. On avait une expertise à exploiter. On accompagne un autre client qui est Spotahome, qui est une sorte de Airbnb de la moyenne durée, moyenne et longue location. Et à part dire venez chez nous louer un appartement, c'est très compliqué, le message RP est très simple et n'est pas très accrocheur. Par contre, si on fait un pas de côté, on peut trouver tout un tas de contenus à relayer et accrocheurs auprès des journalistes. Là, en l'occurrence, on a fait une étude sur les 89 villes les plus saines du monde. et du coup, l'idée était de relayer ça à la presse, de manière locale, un peu plus nationale, voire même internationale, et d'en tirer des retombées presse et des liens également. Si on passe la slide, David. Oui.
On a commencé à travailler avec eux en juin, on est aujourd'hui à 66 retombées, 55 sur le web, 25 liens, une popularité de liens très élevée, et déjà une popularité qui a augmenté, parce qu'en plus de ça, il y a une synchronisation qui est faite au niveau européen avec les autres agences RP, qui font qu'on arrive à capter beaucoup de liens très populaires, et qui ont fait qu'en seulement 2 mois, on a grimpé sur l'autorité. Et enfin, dernier exemple, l'introduction était très bien faite avec les livreurs de fleurs tout à l'heure, mais là, c'est un concurrent qui s'appelle hyper.com. On avait fait une action, c'était un site qui venait de se lancer, et il s'agissait de faire croître en notoriété ce nouvel acteur de la livraison florale. Et l'idée était de le faire naître en SEO également. Et si on passe rapidement sur les résultats qu'on a eu dans la presse féminine à travers une action très ciblée qui était « Mesdames, que faire de vos roses après la Saint-Valentin ?» Ne pas les laisser faner dans son salon. Et bien derrière, on voit qu'on a eu pas mal de retombées, 13 retombées avec 13 liens, une popularité moyenne des liens de 58. Et on voit qu'il y a une autorité qui a explosé, qui est passée de 9 à 30. 9 parce que c'est un nouveau site, un nouvel entrant, comme je vous le disais. Et derrière, ça se voit, donc ça c'est un outil, c'est l'outil SEMrush, outil SEO, qui permet de voir le trafic, l'évolution du trafic. La courbe orange, c'est le trafic payant, la courbe bleue, c'est le trafic naturel. Qu'est-ce qui se passe sur ce graphique? C'est qu'après la Saint-Valentin, donc qui est le 14 février, je vous le rappelle messieurs, on voit que Google a digéré tous les liens qui ont été faits vers hyper.com, et que du coup, il a réévalué dans son cerveau la popularité attribuée à hyper.com. Du coup, mécaniquement, la popularité est meilleure, le positionnement est meilleur, du coup, il y a beaucoup plus de trafic qui arrive. Et on arrive à terme à un trafic naturel qui est 4 fois supérieur au payant. Et derrière, on peut également héroïser en disant qu'en équivalence d'achat de mots-clés, on peut héroïser au maximum cette action, mais où finalement, on voit l'influence que peut avoir Google sur nous, mais nous, marque, derrière, on peut aussi avoir une influence sur Google et en tirer parti, en tirer bénéfice. Merci à tous. Merci messieurs. Merci à vous. Merci à vous. Plusieurs réactions. Une première d'entre elles, si on tape Google dans Google, est-ce qu'Internet explose? On peut essayer. Je demande à des spécialistes. Que pensez-vous de l'influence de Google sur les news, notamment en termes de période électorale, mais pas que, pas seulement? Alors sur les périodes électorales, on accompagne, parlons de ce qu'on vit nous-mêmes. Oui. On n'accompagne pas de personnes politiques ou de personnes souhaitant être élues, mais sur les marques, en tout cas, on le voit. Tapez prix du fuel. Pour revenir à l'exemple, vous allez voir plein de news dans le résultat de recherche aujourd'hui. Il y a plein d'articles en ce moment qui se créent et qui sont visibles dans le top 10 parce qu'il y a un contexte qui fait que le prix du pétrole monte, on est bientôt à 1 000 € les 1000 litres. Et voilà. Mais en effet, s'il y a un mot-clé que vous cherchez dans Google et qu'il y a une actualité qui est dessus, il y a une actualité qui commente ce mot-clé, évidemment que ces articles-là vont ressortir dans les résultats de recherche, ça c'est certain. Il y a le fact-checking qui existe sur Google pour répondre plus à la question politique. Une option qu'on peut activer de la part des médias. Donc ça fonctionne comme le schéma.org. Finalement, c'est un code HTML qui permet aux médias de dire que j'ai checké finalement l'information et il y a un petit poinçon en dessous pour expliquer que l'information qui est transmise a été vérifiée pour lutter contre les fake news. Je ne sais pas si c'était le sous-entendu du rôle de Google à travers les news, mais voilà, ils essayent de faire un maximum d'efforts de ce côté-là. On prend une question peut-être dans la salle? Eh bien, vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? C'est bon. Ouais, du coup, on a le micro. Enfin, s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de micro. Pas de question? Moi, j'avais peut-être une dernière remarque, c'est que ce qu'on a montré là fonctionne finalement pas qu'avec des grandes marques, et d'ailleurs certaines ne sont pas forcément connues. Ce qu'il faut, c'est simplement avoir une exigence sur le contenu qu'on va relayer au final. Elder est assez exigeant parce qu'il sait, il en va aussi de sa crédibilité, il sait quelles sont les attentes des journalistes. Et d'ailleurs, en la matière, c'est vrai que le chiffre, la data, à travers des sondages,
le plus souvent sous la forme d'infographie, c'est vrai, mais pas seulement, fonctionne bien et extrêmement bien relayé. Pour l'exemple de Hyper, mesdames, que faites-vous, que faire de vos roses après la Saint-Valentin? Personnellement, j'étais totalement dubitatif. Je trouvais que le sujet était con, et en réalité, ça a vraiment très bien fonctionné. Donc, il faut ôter les barrières. Des roses à un autre moment, la preuve avec Interflora. Oui, tout à fait. Beaucoup d'histoires de fleurs. Dernière question. On lit enfin non, plutôt je vais le faire différemment. Quelle est l'influence, et est-ce qu'elle est différente, de Google version web et Google en termes de referral, donc quand on dit d'apport de trafic sur des sites, sur la version web et en version mobile? C'est une excellente question. Tout dépend des sites. Merci. Mais je vais vous donner un chiffre. Par exemple... Sachant que j'avais lu sur le web que c'était plutôt les réseaux sociaux qui étaient, jusqu'à récemment encore, Ouais. un bon referral. Par contre, sur le mobile, surprise, ce n'est plus le cas. Oui, c'est ça. Après, encore une fois, ça dépend vraiment le domaine, mais les moteurs de recherche représentent en général 60%, 50 à 60% en tant que référeur sur le site web, et sur le mobile, ça explose. Alors pour quelle raison? Parce que Google redevient une porte d'entrée privilégiée. Complètement. Parce que le mobile, on doit aller vite, on cherche une info. Et c'est exactement ça. Et Android équipe 85% des téléphones dans le monde, des smartphones dans le monde. Donc, point. C'est la porte d'entrée vers le web, effectivement. Donc, et puis, un autre point aussi, c'est que si on prend par exemple le cas des news, Facebook, par son algorithme, a revu un petit peu ses classements et la place des news à l'intérieur de son algorithme. A dégradé totalement. Et le grand bénéficiaire, c'est Google. C'est Google qui récupère absolument tout. On travaille pour TV5 Monde, par exemple, et on s'en rend compte. Il y a une vraie explosion de la part, en tant que référent de Google, et mieux de Google Mobile, et notamment parce qu'on utilise la technologie AMP, c'est-à-dire les pages accélérées en HTML simplifié, pour un petit média qui est connu mondialement sur la télévision, mais pas du tout en France, avec une toute petite rédaction sur le web. Eh bien, AMP a permis de gagner des parts de marché clairement en visibilité sur Google News. Et voilà, donc avec AMP sur le mobile. On aurait pu encore poser plein de questions, la position 0, des choses comme ça. Oui, je crois absolument. Que c'est des choses en termes de position C'est quoi 0 la position 0? Les feature snippets. Oui, ça préfigure de ce qui est en train de se positionner, de se placer. C'est-à-dire, je pose une question de plus en plus à Google. Avant, je cherchais par un mot-clé. Maintenant, je pose la question. Google a vraiment évolué, son algorithme a évolué. C'est-à-dire que maintenant, il comprend la relation qui existe entre les faits, entre les lieux, finalement, par le biais de connecteurs. Il comprend les choses, il structure la réponse, il est capable de vous répondre, de vous suggérer des choses. Et finalement, là où on était très caricatural avant, il fallait répéter un mot. Maintenant, on se soucie quasiment plus du SEO. Il faut simplement répondre à la question. Et Google vous sélectionne dans ces petits espaces qu'on appelle les feature snippets. Ce sont les réponses directes. Et c'est celles qui sont lues par les assistants tels que Google Home. Okay. Donc, ce qu'on dit à nos clients, et je reviens avec mon exemple du Fuel, les 700 contenus développés depuis 2012, quand vous posez une question avec Google Home, vous êtes sûr, c'est Fuel Market qui ressort et c'est Google Home qui vous les lit. Voilà. Très bien, merci messieurs. Bravo. Merci beaucoup, c'était passionnant. Pour WAM. Et merci de nous accueillir.